C'est de cette édition du 30 d'Audace sur la radio avec nos invités qui sont déjà dans ce studio pour commenter notamment le thème choisi pour cette édition, notamment le discours du 10 février, Paul Biya, les jeunes et l'agriculture. C'est le thème qui a été choisi ce matin pour notamment échanger avec nos différents invités. Donc Marcel Yembel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ndongo, bonjour à mon copanéliste, bonjour à la console technique qui travaille. Cyril qui est avec nous ce matin. Qui travaille pour Vous êtes habitué à Crépin, donc c'est Cyril qui est là ce matin. Oui, qui travaille pour que les auditeurs à travers le monde, ou alors les téléauditeurs, c'est bien ça? Soit avec nous, voilà. Voilà, soit avec nous. Bonjour à mes camarades du parti, bonjour à tous les jeunes, bonjour à tous les Camerounais. Alors, vous êtes du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Oui, bien sûr. Oui, je suis du PCRN tout à fait. Je suis chargé de la programmation médiatique dans le littoral. Et bien entendu, je suis une femme qui est dans la politique. Voilà. Et voilà, donc on comprend bien. On a écouté votre président national également qui s'est adressé à la jeunesse. Il a choisi des mots pour encadrer les jeunes ou mobiliser davantage les jeunes aussi. Oui, bien entendu. C'était la fête de la jeunesse. Il fallait bien que le président de mon parti, Kamral Libi, honorable Kamral Libi, s'exprime. Et il est dans la logique, n'est-ce pas, de libérer les énergies des jeunes, d'où son discours pour encourager les jeunes à ne pas baisser les bras et à travailler pour que leurs rêves se réalisent. D'accord, merci d'avoir accepté cette autre invitation ce matin, avec vous également, ou avec nous dans ce studio. Donc un jeune loup dents bien longues qui est donc avec nous pour notamment analyser et commenter le thème du jour. Il s'agit bien entendu de Mfendjou Ndam Abdou. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon estimé frère et ami Flavien Ndongo. Un bonjour particulier à ma co-panéliste du PCRN. Marcel, son prénom. Et je crois que le PCRN est un parti qui met en exergue au devant de la scène la promotion du genre en octroyant des postes de responsabilité aux dames dynamiques. Tout à fait. Et j'estime pour ma part qu'on aura un échange très alléchant pour instruire et permettre à ce que vos téléauditeurs puissent être au fait de l'information réelle du Cameroun. Cela étant dit, je voudrais également rendre un vivant hommage à celui-là qui se bat autant que faire se peut afin que nous soyons non seulement audibles, visibles, mais entendus, à ce que nous soyons très élégants sur ce plateau. Je tiens à saluer le technicien. Et bien Cyril, entendu, tu as fait. Cyril, et sans toutefois oublier vos milliers de téléauditeurs qui sont scotchés à ce programme. Et je me dis, Monsieur Flavien Ndongo, mon premier baptême de feu à cette émission, je crois que c'était vendredi, c'était jeudi, je crois bien. Oui, jeudi. Et il y a quand même cette volonté manifeste de ceux qui m'entourent, qui estiment que ce plateau me va tout droit au cœur et que ils souhaiteraient que je sois de temps en temps là chaque jour pour pouvoir permettre à ce que nous puissions apporter notre pied à l'édifice. Donc je suis très heureux de me trouver là, et tout en sachant qu'on va donc passer un moment très alléchant. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un Master 2, recherche en sciences politiques, option sociologique politique et doctorant. Vous êtes à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Merci d'être là ce matin également. Merci. Avec nous aussi ce matin, Serge Gauthier Onanena. Serge, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à vos auditeurs et bonne fête de la célébration de la journée mondiale de la radio ce 13 février dont le thème est Radio et paix, un thème qui parle plus que jamais au Cameroun. Voilà, j'en venais justement à vous poser la question sur cette célébration. Je rappelle que vous êtes journaliste à la base et que vous vous intéressez, vous analysez les questions politiques et économiques, raison pour laquelle vous êtes plus souvent invité dans nos différents programmes pour apporter ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire communiquer, échanger avec les autres sur des questions d'actualité. Alors ce matin, vous avez déjà évoqué, on parle de la journée, on va dire un mot sur la journée de la radio avec le thème Radio et paix. La radio aujourd'hui est donc un vecteur de paix selon vous?
Je pense que c'est un vecteur de paix. C'est d'abord, il faut savoir que c'est un puissant média que l'humanité célèbre aujourd'hui, parce qu'il constitue une plateforme de discours médiatique, vous savez, et démocratique plutôt. Vous savez que la radio aujourd'hui, en termes de liberté d'expression, est un véritable outil en la matière. Maintenant, il va de soi que le vecteur du discours démocratique doit être capable de se faire. Le discours démocratique doit être tenu conformément non seulement à la loi, mais aussi au respect de l'éthique et de la déontologie du métier, en évitant, bien entendu, de frustrer, de diffamer, mais également de propager des fausses nouvelles. Je pense que de ce point de vue, beaucoup de journalistes en la matière et les organes en charge de l'accompagnement des journalistes font de plus en plus de nombreux efforts pour que ces dérives, ces dérapages soient réduits. Mais dans tous les cas, et c'est par là que je voudrais chuter, il faut que les gens sachent que la radio est le média de l'instantanéité. On nous disait à l'école que la radio raconte, la télé montre, la radio raconte et la presse explique. Donc pendant que la presse écrite prendra le temps d'expliquer le jour suivant, la radio, elle va raconter de façon instantanée, et tant que la télé ne montre les programmes, les auditeurs et les populations, le grand public aura déjà le gros de l'information. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté cette autre invitation ce matin. On parle notamment du discours du 10 février. Paul Biya, les jeunes et l'agriculture, c'est le thème qui a été choisi pour échanger avec vous, ou alors entre nous ce matin, et surtout nos chers téléauditeurs qui nous suivent également. Comment comprendre ça? Paul Biya qui a, selon quelques analystes, a évité de parler des jeunes qui sont aujourd'hui martyrisés. On a également parlé du cas de Martinez Zogo. Le chef de l'État ne l'a pas évoqué dans son message à la jeunesse. Oui, bon, je pense que le président de la République a choisi, en insistant, en appelant les jeunes à l'entrepreneuriat et à se diriger vers l'agriculture, il fait avec l'air de son règne, c'est-à-dire de ses 40 années de règne. Il fait le constat logique de ce qu'il n'a pas pu aider les jeunes à s'insérer socialement et professionnellement. C'est pour cela qu'il les oriente vers l'agriculture, et les oriente aussi vers l'agriculture parce que sur le plan thermique et économique, le Cameroun est dans le besoin au regard de la conjoncture internationale et mondiale, avec la Covid qui avait été à l'origine, la Covid et maintenant la crise russo-ukrainienne qui ont été à l'origine de l'inflation d'un certain nombre de denrées, notamment le riz, le blé, même de l'huile de palme et le poisson. Or, si les Camerounais s'orientent, la jeunesse camerounaise est orientée vers ce secteur qui est un secteur très intéressant en termes de valeur ajoutée, parce que tant que l'humanité existera, elle aura toujours faim, et tant que les hommes existeront, ils auront toujours envie de manger. Donc, on a besoin de productivité et de production. Donc, il est important, si les jeunes s'y investissent, ils pourraient s'en sortir. Maintenant, est-ce que les conditions à cet effet sont réunies pour que le jeune Camerounais puisse s'en sortir, déployer ses ailes dans le secteur agricole? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'il y a des formations nécessaires, il y a des écoles de formation de la base au sommet, on a jusqu'aux grandes écoles d'ingénierie en agriculture. Maintenant, non, parce qu'il y a un ensemble de préalables qui doivent être mis en place pour que cette jeunesse puisse s'exprimer, se déployer suffisamment. Le premier serait d'abord l'accès à la terre. Et dans notre environnement, on ne peut pas demander à la jeunesse de se retourner vers la terre lorsque on n'est pas sûr. L'État du Cameroun en lui-même ne garantit pas, ne fait pas de facilité à la jeunesse d'accéder à la terre. Vous savez que le problème foncier devient de plus en plus épineux et criard dans l'environnement camerounais, et le jeune ne peut hériter que de ce qu'il tient de ses parents. Il ne peut pas s'aventurer dans une broussaille qui ne lui appartient pas ou dans une forêt qui ne lui appartient pas pour se permettre à réaliser les investissements à caractère agricole. Il faut également ensuite de cela
au-delà de la ternicité qu'il aura acquise, qu'il ait les ressources nécessaires, les ressources financières nécessaires, c'est-à-dire un accompagnement à la fois de l'État ou du secteur privé, c'est selon. Ça peut être en intrant agricole, mais également en logistique nécessaire pour pouvoir, parce que quand on parle de cette jeunesse-là, c'est cette jeunesse qui n'est pas forcément, qui n'a pas de moyens. Donc, elle doit être accompagnée en termes d'intrants agricoles, elle doit être accompagnée en termes de matériel pour pouvoir bien réaliser les cultures, ainsi de suite, des techniciens, mais elle doit également être accompagnée sous d'autres aspects, bien entendu. Donc, le président de la République, en invitant les jeunes, je ne sais pas si son gouvernement est conscient du défi qui lui est lancé. J'ai envie de rappeler, je rappelle toujours cette statistique ici, que après la Covid et après la guerre russo-ukrainienne, le Nigeria et le Mali ont pris conscience des enjeux et aujourd'hui, ils sont producteurs de 2 millions de tonnes de riz pour le Nigeria et 1 million de tonnes de riz pour le Mali. Pendant que nous, au Cameroun, nous sommes incapables seulement de satisfaire au moins la moitié de la demande intérieure. Ça, c'est pour le riz. Je n'ai pas besoin de rappeler que le blé, il y a une inflation du prix du pain au Cameroun qui a été augmentée de 25 francs il y a environ 2 ans parce que nous ne produisons pas suffisamment de blé et nous ne pouvons pas ne transformons pas en farine. Je n'ai pas besoin de revenir sur l'huile, je n'ai pas besoin de revenir sur le palmier à huile, entre autres. Serge, merci. Donc, c'était votre première prise de parole pour comprendre un peu votre, notamment la première analyse que vous faites de ce thème, même si avec nous également, on annonce également la présence dans ce studio, qui est d'ailleurs attendu, bien entendu, Dr Patrick Ruffoé, qui est donc le communicant du RDPC, qui n'est pas encore avec nous, malgré notamment nos échanges d'hier, qui a donné son avis, son accord. Alors, Marcel, on comprend bien que le chef de l'État a invité les jeunes à plus d'ardeur au travail, à être davantage audacieux et il estime qu'il ne faut pas baisser les bras alors qu'il y a bien des opportunités qui sont donc menées pour que les jeunes soient heureux, tout heureux et ne pas se laisser emporter par ce qui peut venir d'ailleurs et qui soit par exemple des mauvais gestes ou de mauvaises idées. J'ai envie de sourire parce que depuis que le chef de l'État a accédé au pouvoir, depuis près de 40 ans, nous entendons le même discours. C'est-à-dire, à un moment donné, on nous a dit de serrer les ceintures. Il a dit aux jeunes, ayez espoir, battez-vous et tout. Mais sauf que depuis 40 ans, rien n'a bougé. Alors moi, j'aimerais bien savoir, le chef de l'État s'adresse à quelle jeunesse? Celle qui avait 1 an quand il a accédé au pouvoir en 1982. Je veux savoir, celle qui avait 5 ans, celle qui avait 10 ans, parce que celle qui avait par exemple 20 ans à 60 ans aujourd'hui. Et à un moment donné, on nous a parlé de cette jeunesse sacrifiée qui, ceux-là, ils n'ont jamais travaillé. Donc, ils arrivent à la retraite sans avoir travaillé. Et ceux qui avaient 5 ans, ils sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes, ils ne travaillent pas. Ceux qui avaient 10 ans ne travaillent pas. Ceux qui sont nés en 82 ne travaillent pas. Je voudrais bien savoir que le chef de l'État nous explique à quelle jeunesse il s'adresse. Maintenant, il parle d'agriculture. Oui, il demande aux jeunes de se lancer dans l'agriculture. C'est une bonne chose parce que celui qui m'a précédé, Serge Gauthier, qui m'a précédé, a bien développé, n'est-ce pas, pourquoi nous devons nous lancer dans l'agriculture. Mais seulement le chef de l'État oublie que malgré le plan triennal qui va déjà à 7 ans sans qu'on ne voit ce qu'il produit, pour accéder à la terre, il faut avoir un titre foncier. Alors, on voudrait bien que le chef de l'État nous dise de nous lancer dans l'agriculture, mais il faudra que le titre foncier soit gratuit. Parce que si vous n'avez pas accès à la terre, si dans certaines zones, on voit que toutes les terres ont été achetées par certaines personnes, et quand vous êtes de cette zone-là, vous n'avez plus de terre. Si vous êtes jeune, vous ne pouvez pas vous lancer dans l'agriculture. Il va falloir donc que l'État accompagne les jeunes pour que le titre foncier soit gratuit, et maintenant l'accompagnement financier qu'il faut. On a
on nous a souvent parlé des subventions. Par exemple, le chef de l'État, il a parlé de 35 000 emplois qui ont été créés et il a parlé de 11 000 projets qui ont été financés. Est-ce que le chef de l'État peut nous sortir, ou alors son entourage peut nous sortir la liste des 11 000 projets, des bénéficiaires de ces projets? Est-ce qu'ils peuvent nous sortir la liste des 35 000 emplois qui ont été créés? On a que le chef de l'État, en 2014 par exemple, il avait créé et mis en fonction la banque camerounaise des PME. Et 5 ans plus tard, il avait renfloué cette banque de 10 milliards, donc ça faisait 20 milliards en tout. Sauf qu'aujourd'hui, cette banque est en agonie et le chef de l'État nous annonce que il y a, alors, en agonie, pourquoi? L'argent est parti où? Mais justement, l'argent est parti où? Il faudra qu'on fasse le bilan. On n'a même pas fait le bilan et on se retrouve en train de créer une autre institution, le Fonds d'appui pour la jeunesse, qui va engranger des fonds et une niche, n'est-ce pas, de détournement pour ceux qui vont gérer. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Le chef de l'État, c'est vrai, il a de bonnes idées, il fait de grandes déclarations, mais ça ne suit pas parce que les gens sur le terrain en font une affaire de petits copains où ils se partagent carrément l'argent, c'est-à-dire je suis responsable de gestion dans une de ces institutions-là et puis je finance le projet de quelqu'un que je connais. En retour, il va me reverser quelque chose. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays. Alors, vous estimez que le chef de l'État donne des instructions, il met des trucs en place, je vais dire des structures en place, mais ceux qui sont chargés d'implémenter cela utilisent des petits copains pour la gestion. Quand on fait une analyse froide de la situation, on aboutit à cette conclusion-là. On aboutit effectivement à cette conclusion. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, je me rends à Mbam, à l'extrême sud, pour suivre un travail là-bas. Et je me rends compte, quand je vais prendre une chambre d'hôtel, que toutes les chambres sont réquisitionnées, les hôtels sont réquisitionnés. Moi, je veux savoir pourquoi c'est réquisitionné. Et on me dit qu'il y a des jeunes qui sont arrivés à Mbam, qui sont en formation pour la décentralisation. Quand est-ce que ce communiqué a été annoncé? On ne sait pas, mais des gens sont en formation pour la décentralisation. C'est comme ça que ça se passe avec l'argent qui est mis dans le cadre de soutenir des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'accaparent cet argent et du bouche à oreille, se mettent ensemble entre petits copains pour financer les projets des gens qui connaissent. Moi, par exemple, je suis jeune. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat tout simplement. Pourquoi? Parce que à un moment donné, avec mon niveau d'études, j'ai fait des stages dans des grandes structures parapubliques et même publiques. Mais je vous assure que ce qu'on vous dit là-bas, quand vous n'êtes pas parrainé, c'est que c'est-à-dire aller apporter, je veux dire, une recommandation. Ça, on me l'a dit en face. Je ne parle pas des on-dit. On me l'a dit en face. Il y a un poste à pouvoir, mais les recrutements ne se passent pas comme vous voyez. Il faut une lettre de recommandation. Si vous avez une recommandation au niveau de la présidence de la République, venez avec cette recommandation demain et vous serez recruté. On me l'a dit. Alors, très déçu par tout ça, je me suis lancée. Mais je suis bloquée. La fiscalité est énorme. Elle vous absorbe carrément. Vous vous battez. Il y a cette concurrence déloyale qui est entretenue par ceux qui sont censés, c'est-à-dire combattre la concurrence déloyale. C'est-à-dire, vous payez les impôts. À côté, il y a quelqu'un qui fait la même activité que vous, qui ne paye pas les impôts. Mais dès que les agents qui viennent là pour les taxes arrivent, c'est des petits gestes qui sont faits et ils s'en vont. Et vous devez les backships, comme on les appelle. Vous devez payer les impôts et celui-là ne paye pas les impôts, il vous prend les clients et à la fin, vous ne pouvez plus assurer vos impôts. Et vous voilà dans la rue. Donc, si le président de la République demande aux jeunes de se mettre dans l'agriculture, c'est une bonne chose. Il faut un accompagnement et il faut qu'il se rassure que lorsqu'il prend des décisions, que ce qui demande d'être fait est fait. Il faut qu'on lui rende compte. Sauf que quand on analyse ses discours, on se rend compte qu'il est complètement déconnecté de la réalité du terrain.
Alors, j'allais dire, Ndam Abdou, vous êtes avec nous également, vous êtes l'un des jeunes. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. Je présume que vous n'êtes pas d'avis avec ce que disent les premiers, c'est-à-dire Serge et Marcel, qui estiment que tout est presque, c'est pratiquement du déjà entendu. Il n'y a rien qui puisse séduire davantage la jeunesse aujourd'hui dans le cadre du discours du chef de l'État à la nation, à la jeunesse vendredi dernier, et que c'est pas la peine, qu'il a peut-être raté le coach. Non, je ne dirais pas que je ne suis pas d'accord avec ce que viennent de dire mes brillantissimes co-panélistes, mais ma posture est celle d'opérer une analyse froide. C'est suite à mon analyse qu'on pourrait comprendre si je suis proche ou pas. Mais je vais m'efforcer à être beaucoup plus concret. J'ai observé, je peux lire le discours du chef de l'État sur deux prismes. En réalité, le premier prisme, c'est celui du fond, de la forme, autant pour moi. On a constaté, et le deuxième prisme, c'est celui du fond. Pour ce qui est de la forme, on a constaté que le discours du chef de l'État était un discours qui se structure autour de plus de 10 paragraphes. Un discours du point de vue de la forme qui en réalité est un discours volontariste, un discours qui en réalité met en exergue l'état des lieux de la situation socio-économique du Cameroun. Et du point de vue de la forme, du fond, on se rend véritablement compte que le chef de l'État se constitue comme dans une approche paternaliste en invitant les jeunes à être résilients au regard des différentes pesanteurs que le Cameroun traverse, afin que les difficultés que les jeunes Camerounais traversent pour ne pas être au rendez-vous de toutes ces offres que l'État du Cameroun met à la disposition de la jeunesse. Vous êtes, j'allais dire, est-ce que vous avez l'impression que le chef d'État est au courant des blocages que rencontrent les jeunes dans tout ce qu'il annonce? C'est-à-dire, lui pense que tout est prêt à être fait, mais il y a des blocages qui empêchent ces jeunes à pouvoir les réaliser. Vous savez, le chef de l'État est un homme politique qui en réalité fixe le cap. Et le politique fixe le cap, il y a deux appareils qui se mettent en branle pour mettre en exergue la volonté du chef de l'État. L'appareil administratif et l'appareil gouvernemental. Vu sur ce prisme-là, on se rend véritablement compte que le chef de l'État s'inscrit dans une logique de permettre à ce que les jeunes puissent avoir l'auto-emploi, que les jeunes puissent être à l'abri du travail, c'est-à-dire quoi? Qu'on puisse lutter efficacement contre le chômage. Mais malheureusement, M. Flavien Ndongo, il y a un déphasage, un quadrature de phase entre ce qui est dit et ce qui se voit. Je vais me permettre d'énumérer quelques projets que le chef de l'État a eu à mettre à la disposition de la jeunesse. Nous avons le PAGER-U qui a été mis en œuvre en 2007. Nous avons le PIAFSI, nous avons le PIACI, nous avons le plan triennal jeune spécial, nous avons le PARU jeunes de la diaspora, et encore le fonds qu'il vient d'allouer pour l'agriculture. Dans un État comme le nôtre, il serait important qu'on puisse faire une évaluation à mi-parcours de tous ces programmes mis à la disposition des jeunes. Est-ce que jusqu'ici, on atteint l'objectif? Je crois que M. Flavien Ndongo, il y a donc des pesanteurs qui rament à contre-courant de la volonté du chef de l'État. Je vais vous prendre quelques clichés. On vous dira qu'il y a des projets, il y a des gens qui ont bénéficié de tout ça. Je vais vous prendre quelques clichés. Le plus important, c'est le pragmatisme. Je vais vous prendre quelques clichés. Le chef d'État nous renvoie vers l'agriculture. Or, fort de ce que nous constatons, M. Flavien Ndongo, la résolution du chômage au Cameroun doit se faire dans une approche bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut. Du haut vers le bas, ça a échoué. Ça veut dire quoi? On se rend véritablement compte que l'appareil administratif, la déconcentration, parce qu'il y a deux techniques d'aménagement du développement au Cameroun. Nous avons d'une part la déconcentration et d'autre part la décentralisation. Du point de vue de la pratique, on se rend compte que ces deux institutions se piétinent. Et cela rend donc difficile l'effectivité réelle de tous les projets que le chef de l'État met à la disposition des jeunes. Je vais prendre un exemple. On nous parle de l'agriculture. Pour que l'agriculture soit efficace, on doit retourner vers les campagnes, non? Maintenant, cela donc relève de la compétence exclusive des collectivités territoriales décentralisées de répertorier les réalités propres de chaque commune. Pourquoi? Parce que ce qui est valable à Ngelmandunga ne l'est pas forcément à Magba. Chaque maire
titulaire de son responsable de sa collectivité territoire décentralisée, devra donc répertorier les secteurs d'activité qui peuvent occuper les jeunes et à partir de là, étant autonome, donc, il préfinance ces projets pour qu'on puisse résoudre ce problème de chômage. Or, on se rend compte que ces institutions se créent et se piétinent. Pagère U, plan triennal, toutes ces structures-là se piétinent. Et on vous dira, M. Flavien Ndongo, qui est donc ces structures déconcentrées qui se trouvent dans les 10 régions du Cameroun et dans les 58 départements. Je me suis, avec ma petite curiosité, essayé d'investiguer pour savoir où se trouve le bureau de ces responsables des Pagère U, de ce plan triennal dans les 10 régions du Cameroun. Donc, il y a un problème de fond, M. Flavien Ndongo. Le problème de fond, c'est que la déconcentration, l'appareil administratif de l'État a du mal à lâcher l'Est. Et c'est ces autorités... Est-ce que vous avez fait un tour dans les délégations régionales de la jeunesse, par exemple? C'est dans ces délégations que sont logés ces différents projets aussi? Monsieur Flavien Ndongo, si on crée encore ces projets et on les rattache auprès encore des structures déconcentrées telles que les délégations, ça veut dire que les deux se piétinent. Nous sommes dans un État unitaire décentralisé et la loi portant sur la décentralisation de 2019 est claire. Chaque structure, il existe 3 types de structures de décentralisation au Cameroun. Nous avons les collectivités moyennes, les collectivités de base et les collectivités supérieures. Et chaque commune, chaque région devait donc tenir compte des réalités sociologiques et anthropologiques de sa région afin de proposer des solutions susceptibles à permettre à ce que les efforts conjugués de toutes ces régions-là vont permettre que le campus se développe. Mais vouloir forcer à ce que le développement, l'insertion socio-professionnelle des jeunes passe par l'euro, ça va toujours créer des blocus et on n'aura jamais des résultats escomptés. Alors, il faut toujours donner la possibilité aux jeunes, et c'est cette possibilité que rappelle le chef de l'État, qu'il y a des structures qui sont créées au quotidien, il y a des moyens qui sont mis à disposition, mais seulement la faisabilité fait un problème. Serge Gauthier Onanena, vous avez évoqué quelques points tout à l'heure dans votre première prise de parole. Vous êtes dans une localité où il y a plein de jeunes. Est-ce que vous constatez ou vous observez, peut-être constatez que des jeunes ont bénéficié d'un quelconque projet qui est réalisé en ce moment à Ezeka par exemple, où vous êtes? Je n'ai pas fait le recensement ou le tour, mais j'ai envie de dire que si ça avait été le cas, moi je voudrais réfléchir sur le plan national, on aurait le président étant un politicien qui sait souvent récupérer les points positifs, nous aurait tout simplement rapidement donné des indicateurs de la contribution du plan triennal jeune sur le PIB. Le PIB des Camerounais. Par exemple, on nous aurait dit en 3 ans, nous avons offert des emplois, les jeunes se sont insérés socialement et cela a permis dans notre croissance ou dans la croissance camerounaise d'enregistrer 2 points, 1 demi-point, ainsi de suite. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'aimerais vous dire, c'est que quand le président de la République invite les jeunes à retourner vers l'agriculture, c'est une bonne chose. Mais vous savez que si on prend également sur le plan statistique, l'exode rural ne s'est pas arrêté au Cameroun depuis un certain jusqu'en 2023. Ça se poursuit. Pourquoi? Parce que tout jeune rêve également d'avoir de l'électricité dans son village. Il rêve d'avoir de l'eau dans son village. Il rêve de recevoir la télévision et de se distraire. Lorsqu'il n'a pas ces conditions, avec lui, il a de l'attrait vers la ville. Donc, en même temps, on lui demande d'être agronome ou agriculteur. C'est le même jeune qui voit d'autres jeunes comme lui qui bénéficie de certaines conditions de vie, d'un environnement social un peu propice à l'épanouissement, au divertissement, et lui, il ne les a pas. La troisième des choses sur laquelle je voudrais insister, c'est que l'une de mes grandes déceptions dans ce discours du président de la République, contrairement à ce qu'on disait qu'il est volontariste, je ne connais pas un discours du président de la République où il n'a jamais été volontariste. Tous les discours du président de la République, il y a toujours la volonté. Sinon, il ne prononce pas de discours. Puisque l'objectif principal d'un discours, c'est de venir exprimer une volonté. Mais passons, je ne suis pas là pour ce genre de polémique. Je voudrais seulement dire que le président de la République nous a dit, il y a 4 ou 5 ans, qu'il allait promouvoir la transition générationnelle. Ce mot est déjà passé aux oubliettes. Oh, c'est la clé aujourd'hui. C'est la clé du Cameroun. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander aux jeunes toute la vie de ne faire que les métiers du physique. Vous voyez, au Cameroun, lorsqu'on veut donner de l'emploi aux jeunes, on leur donne les métiers du physique. On les félicite lorsqu'ils font du sport, ils gagnent
les Coupes d'Afrique des Nations ou bien participent à la Coupe du Monde, bref, sur le plan sportif, on les encourage à entrer dans l'armée. Là-bas, les recrutements sont faciles, c'est rapide, surtout nous sommes menacés par la guerre. Aujourd'hui, on les encourage à être dans l'agriculture. Vous n'allez pas entendre le président de la République dire qu'il va rajeunir, par exemple, la fonction publique, il va rajeunir le gouvernement. Bref, il est dans une dynamique de la transition générationnelle. Laquelle transition générationnelle, si elle est à la fois politique, institutionnelle, administrative, aura également une incidence réelle sur le plan agricole, parce que ce sont les reflets de certaines personnes qui se ternisent à des postes et qui devraient normalement aller à la retraite qui bloquent cela. Et je n'ai pas envie de revenir sur la dame qui disait tout à l'heure que, évidemment, c'est une affaire de copains. Vous connaissez combien de personnes au Cameroun qui sont dans une dynamique contestataire, qui sont dans l'opposition et qui répondent normalement aux critères souhaités ou retenus, qui bénéficient de ce type de financement ou d'accompagnement, que ce soit dans l'entrepreneuriat agricole que dans tous les autres entrepreneuriats. On veut conditionner l'épanouissement de la jeunesse de façon globale à comment on peut appeler ça, à une obligation militante, à un appareil politique. Si on n'y est pas, on a très peu de chances d'être retenu. Maintenant, on ne va pas ignorer la corruption, les questions de tribalisme qui interviennent très souvent. La jeune dame venait de vous dire également que comme elle fait des stages, on lui demande d'avoir des recommandations, alors que elle a peut-être potentiellement le profil, ou elle avait potentiellement le profil, mais il faut une recommandation. En quoi la recommandation est-elle une jauge de la compétence d'un produit dans un pays dans lequel tout est à construire et dans lequel on a besoin de toutes les intelligences et de toutes les forces nécessaires, physiques et intellectuelles, pour pouvoir contribuer au développement et accélérer ce développement, parce qu'on accuse un certain nombre de retards. C'est un retard par rapport à une boussole que nous nous avons fixée et un cap qui est l'émergence en 2035. Nous sommes en 2023 et nous avons un certain nombre de pesanteurs qui continuent. Je n'ai pas besoin de revenir sur l'eau, l'électricité, toutes ces pénuries. Donc, moi je pense que le président de la République, il a décidé de faire un discours de coach en développement personnel. Il s'est transformé en coach de développement personnel parce qu'il n'avait plus rien à proposer. Dire aux gens, soyez braves, mettez-vous au travail, comptez sur moi à 90 ans, alors qu'il aurait commencé, il aurait également pu dire que nous sommes en train de réfléchir pour vous laisser le pays, pour que vous préparez, pour que vous puissiez prendre la relève. Le discours n'est pas là. Ça veut dire qu'il a d'abord une logique d'éternisation au pouvoir à 90 ans. D'ailleurs, vous allez regarder sur les réseaux sociaux et puis dans beaucoup de médias aujourd'hui, c'est son anniversaire qu'on célèbre. On célèbre plutôt son âge plutôt que le bilan ou plutôt un ensemble de choses qu'il aurait faites pour le Cameroun. Donc, nous sommes encore partis pour très longtemps pour le culte de la personnalité avec tout ce que cela a comme effet indigne négatif. D'accord. Alors, on comprend bien que il y a dans son discours et selon votre analyse, Paul Biya veut rappeler aux jeunes ou même à toute la nation qu'il est encore là puisqu'il demande de compter sur lui malgré ses 90 ans. Bien entendu. Quand on analyse son discours, c'est effectivement ce qu'il demande aux Camerounais. À 90 ans, il dit quand même que comptez sur moi, soyez forts, ne sombrez pas dans les dérives et tout. Sauf que le président oublie qu'il y a 38% de Camerounais qui ont fait l'immigration américaine. Il y a 28% de jeunes Camerounais qui ont essayé l'immigration canadienne. Ils essayent ces immigrations-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour une catégorie de jeunes. Il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a pas de futur pour une. Pourquoi ces jeunes partent alors qu'il y a des opportunités? Il demande à chacun. Il y a le taux emploi qu'il évoque également dans son discours. Non, les opportunités, c'est pour eux. Il y a les Camerounais d'en haut et il y a les Camerounais d'en bas. Il y a pas, et les Camerounais d'en bas sont les plus nombreux. Il n'y a pas d'opportunité. Moi, par exemple, je n'ai jamais rêvé aller refaire, c'est-à-dire faire ma vie dans un pays autre que le Cameroun. Je n'ai jamais rêvé. Mais de plus en plus, quand je regarde, quand je suis le discours du président qui nous dit vous pouvez compter sur moi.
À 90 ans, vous pouvez compter sur moi. C'est bien entendu pour nous dire que oui, c'est la force de l'expérience. Non, donc il faut puiser, je ne suis pas de force d'expérience. Ce n'est pas la force de l'expérience. Si c'était la force de l'expérience, il devait songer à rajeunir déjà son gouvernement. Il devait songer à rajeunir, je ne sais pas, le Sénat. Bon, on doit dire c'est la Chambre des sages. Mais il devait songer à rajeunir un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Maintenant, on parle d'auto-emploi. Oui, on veut bien faire l'auto-emploi. Oui, l'administration camerounaise ne peut pas recruter tous les Camerounais. Oui, les entreprises ne peuvent pas recruter tous les Camerounais. Oui, nous voulons faire de l'auto-emploi. Et maintenant, comme il parlait d'agriculture, pour mettre d'abord en valeur un champ de cacao, par exemple, il faut près d'1 200 000 pour mettre en valeur un champ de cacao. Et ce n'est pas donné. On va nous dire, oui, il est dans la volonté de soutenir les jeunes. Il y a des formations qui existent et tout, c'est vrai. Mais ces formations sont énormément Alors, il a rappelé quand même qu'on a transformé des SM en centre de formation professionnelle aujourd'hui. C'est un processus en même temps. Les formations dans les écoles privées sont extrêmement coûteuses. Je vais encore vous prendre une petite anecdote. On m'envoie un message dans mon WhatsApp pour me dire qu'il y a une formation à la mairie, je crois, de Douala, 2 ou 3, j'ai oublié, gratuitement sur, c'est la fabrication du savon liquide. J'ai dit ok, je vais m'inscrire. On me donne le numéro d'une dame que je dois contacter. Alors j'ai contacté la dame qui m'a dit, elle revient vers moi plus tard. Elle n'est jamais revenue vers moi, mais sauf que la formation a eu lieu. Moi je l'ai quand même contactée. La formation a eu lieu. Qui a été formé? Peut-être vous n'aviez pas le profil. Non, c'était pour tout le monde. Il n'y avait même pas de profil demandé. Okay. C'était pour toutes les femmes d'ailleurs. Hein? Donc, elle n'est pas revenue vers moi. Qui donc a été formée? Vous voyez bien qu'il y a une sélection même au niveau de la base. Les qui sélectionnent, c'est ces personnes-là qui sont dans les arcanes du pouvoir, qui s'amusent, n'est-ce pas, à détourner les projets qui sont mis pour les jeunes. Maintenant, les formations dans les écoles privées sont extrêmement chères. Maintenant, si vous avez un parent qui ne peut plus payer votre formation, comment vous allez même vous former pour rentrer dans l'auto-emploi? Maintenant, pour rentrer dans l'auto-emploi, effectivement, il y a la fiscalité. Il faut payer les impôts, il faut payer toute une batterie de taxes. Si vous avez, par exemple, un budget d'1 million pour démarrer votre affaire, déjà que 1 million, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tous les jeunes, ça ne se ramasse pas dans la rue. Si vous avez donc cet argent-là pour démarrer une affaire, il faut d'abord payer les impôts pour démarrer. Ça vous prend plus de la moitié de l'argent que vous avez mis, n'est-ce pas, mis sur pied pour démarrer votre projet. Donc, c'est extrêmement difficile. Ceux qui sont autour du chef de l'État et qui passent le temps à lui donner des chiffres qui ne sont pas vrais, vraiment, s'ils ont encore un petit amour pour ce pays, il va falloir à un moment donné qu'ils arrêtent cette façon de faire et de donner la chance à tous les Camerounais. Vous voyez, les Camerounais préféraient aller mourir dans le désert. Ils préfèrent aller mourir dans le désert, ils préfèrent aller mourir Le président de la République a appelé les jeunes à ne plus s'intéresser à ce genre de... Le président a appelé les jeunes, mais quels sont les accompagnements? Il faut dire au président, si j'avais la latitude, à un moment donné, il faut que le président ouvre son palais, journée de porte ouverte. Comme une fête du 11 février, comme ça là, journée porte ouverte. On ne va pas prendre tout le monde. On prend, je crois qu'il y a les députés juniors qui sont là. On les prend. Si eux-mêmes, ils peuvent même aller représenter les jeunes là-bas pour aller discuter avec le président, pour lui dire que, monsieur le président, vous avez fait un discours l'année passée où vous avez, par exemple, dit que vous avez créé 35 000 emplois. Nous, nous sommes des députés. Nous n'avons pas le bilan, nous n'avons pas le rapport des 35 000 emplois que vous avez créés. Vous avez dit que vous avez financé 11 000 projets. Nous n'avons pas les éléments qui peuvent confirmer que ces projets ont été financés. Alors, monsieur le président, soit ceux qui vous rendent compte ne vous disent pas la vérité et ça brûle dans la rue parce que les jeunes ne sont pas contents, soit alors vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Donc, le président qui dit aux jeunes auto-emploi, oui, c'est bien, mesure d'accompagnement, on veut. On nous parle là du fonds de garantie pour l'agriculture. Ça ressemble exactement à toutes les institutions qui sont créées pour lutter contre la corruption.
C'est exactement ça. Tout simplement pourquoi? Parce que la BCPME a été créée en 2014. Il y avait un fonds de 10 milliards qui avait été injecté. Et on a même renfloué 5 ans plus tard de 10 millions encore en 2019, ce qui faisait 10 milliards encore, ce qui faisait 20 milliards. On n'a pas fait le bilan de cette banque-là qui est en agonie, que tout de suite après, on nous crée le fonds qui supportera le fonds de garantie qui supportera l'agriculture pour les jeunes. Mais je vous assure, c'est terrible. Essayons donc de voir. Vous manquez des mots. Je manque des mots Justement. parce que je suis extrêmement choquée là. Ok, Abdou, vous avez évoqué une chose importante tout à l'heure. Vous avez parlé de faire le point de la situation, c'est-à-dire le bilan à mi-parcours de toutes ces structures qui ont été créées et voir qu'est-ce qui n'a pas marché et essayer d'améliorer la situation. Mais maintenant, il y a la question de l'accès aux terres. Lorsqu'on veut faire de l'agriculture, il vous est arrivé d'aller certainement dans votre village et faire un tour. Vous vous êtes rendu compte que les élites ont carrément acheté des espaces. Et il est difficile, chaque fois que vous voulez choisir un espace pour faire l'agriculture, on vous dit que non, ici c'est déjà occupé par tel. Où est-ce qu'on va trouver la terre pour cette agriculture tant évoquée par le chef de l'État? Et c'est ça le véritable problème, parce que avant de mettre sur pied une politique publique, il faut tenir compte du préalable. Lorsque le chef de l'État évoque la question de l'agriculture, il fallait au préalable nettoyer tous les pesanteurs susceptibles d'empêcher à ce que cette volonté politique soit effective sur le terrain. Premier grief, c'est notamment la loi de 1974 portant régime foncier de l'État du Cameroun, qui en elle-même, cette loi, porte déjà des difficultés ou encore des manquements. Donc, le premier chantier serait d'abord toiletter cette disposition légale en vigueur. On a posé le problème du titre foncier. Le problème du titre foncier ne suffit pas. Vous savez pertinemment qu'il y a un conflit manifeste entre la population villageoise et l'État. À partir du moment où, lorsque l'État décide d'octroyer une parcelle de terre à un particulier, c'est la population villageoise qui se déploie pour empêcher que cela soit effectif. Ça veut dire que ce litige, ce conflit n'est pas encore établi. Donc la première des choses, c'est d'abord toiletter les dispositions légales qui régissent l'aspect foncier au Cameroun. Deuxième élément, M. Flavien Ndongo, c'est qu'en réalité au Cameroun, il y a un problème. On essaie de mettre toujours la charrue avant les bœufs. Ça veut dire quoi en réalité? Il y a plusieurs structures, mais alors autant de structures qui sont créées chaque année pour résoudre un problème. Or, vous créez autant d'institutions, de structures qui en réalité n'ont pas de contenu véritable, vont se piétiner. Et lorsque ça va se piétiner, il y aura des conflits d'intérêts qui se posent. C'est une dispersion d'énergie? Une dispersion d'énergie. Financière, bien entendu. Financière, et on constate que la création de ces structures répond à un besoin beaucoup plus politique que technique. Ça veut dire qu'en réalité, le président de la République crée des postes pour répondre à un problème politique, donc notamment la rétribution. Autant de postes, ça va donc permettre à ce que ceux qui ont été fidèles et loyaux envers le chef de l'État puissent occuper où est-ce qu'ils peuvent travailler. Or, l'objectif véritable et manifeste, c'est de penser à une politique publique réaliste qui doit permettre à ce que les jeunes puissent avoir cet auto-emploi. Le chef de l'État est parti d'un constat qui est vrai. L'État ne peut plus recruter les jeunes. Le secteur privé non plus. Et donc la responsabilité aux jeunes de s'auto-employer. Pour qu'un jeune puisse s'auto-employer, qu'est-ce qu'il faut au préalable? Il faut une formation de qualité. Vous avez parlé aujourd'hui que la transformation des SASM en centre de formation. Mais professionnel. Le dilemme encore, c'est qu'on crée des structures au Cameroun. Pourtant, même il n'y a pas le contenu qui va permettre que la structure soit effective. Je prends un exemple. Il y a autant de lycées partout. Parfois, on crée le lycée, pourtant, il n'y a pas de bâtiment. Quand on crée ces centres de formation, est-ce que ces centres de formation ont le matériel adéquat, ont du personnel nécessaire pour former effectivement ces jeunes? Monsieur Flavien Ndongo, avec le défi de l'ère, la politique publique voudrait qu'on puisse procéder à un découpage des politiques publiques. C'est-à-dire la politique publique locale et la politique publique nationale.
Pour ce qui est de la politique publique locale, le développement du Cameroun et l'insertion socio-professionnelle des jeunes au Cameroun passera par les collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est une réalité. Or, manifestement, les institutions que l'État crée se retrouvent plutôt au niveau du pouvoir central. Et à partir du moment où le pouvoir vient du centre, c'est le centre qui va contrôler la périphérie. Et quand le centre communique la périphérie, ils n'ont pas, la capacité de prendre des initiatives véritables, mais malheureusement, ces structures créées qui reçoivent les ordres du centre seront jonchées par la corruption, le favoritisme. C'est clair. On n'a pas de 11 000 emplois. Je me pose la question, la communication, qui sont ces jeunes-là qui ont bénéficié de ces projets? Ça veut dire qu'en réalité, il y a un problème de communication réelle. Pourquoi il n'y a pas de communication? Parce que ce sont des personnes qui en réalité placent, c'est des personnes qui contrôlent. Il y a même des noms fictifs. Des personnes fictives bénéficient de ces projets. La rétrocommission. Tout ça sont en réalité là, M. Flavien Ndongo, qui porte le germe de l'hyperconcentration. Pour que le chef d'État soit en phase avec sa volonté réelle, il faudrait qu'on puisse lâcher l'Est, donner la possibilité aux collectivités territoriales décentralisées de résoudre le problème des jeunes. Pourquoi? Parce que ces jeunes viennent de la campagne. Et autre élément, M. Flavien Ndongo, la question de l'exode rural. Pour que le développement, pour que l'agriculture soit effective au village, il faut allier deux choses. C'est-à-dire quoi? Que le jeune travaille, mais aussi avoir l'aspect du divertissement. Je prends un exemple très concret. Dans nos villages, quels sont les centres de divertissement? Ça a foutu le camp. L'électricité, il n'y en a pas. Nous sommes dans un village planétaire où le jeune d'Ngelemondunga voudrait être au fait en temps réel de ce qui se passe aux États-Unis. Des routes même. Le problème, je vais y arriver. La question des connexions, du débit d'Internet. À Douala, on a même du mal à avoir une connexion véritable. C'est la campagne que vous allez demander aux jeunes de rester là pour être au fait de ce qui se passe au Kosovo. Monsieur Flavien Ndongo, c'est ça, ces réalités-là. Ça veut dire qu'il y a un problème que l'État du Cameroun doit résoudre en amont. La question de l'électricité, la question des aspects de divertissement qui doivent d'abord, permettre à ce que les jeunes puissent rester au village. C'est-à-dire quoi? Lorsque les maires vont donc répertorier les aspects où les réalités de l'économie de sa contrée, je prends le cas de Magba par exemple. Dans Magba, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a l'élevage. Ça veut dire que le maire devra donc recenser des jeunes qui peuvent bénéficier de ces projets-là. Lorsqu'ils sont formés, ils ont donc chacun son emploi et il a bénéficié de l'accompagnement de la commune. Lorsqu'il rentre du travail, il va donc aller se divertir dans un centre de football ou dans un stade de football ou dans un centre de cinéma, de se divertir. Pourquoi? Parce que cela va permettre qu'on puisse résoudre un problème très important. Cette jeunesse dépravée qui se livre dans l'alcool, le tabagisme et bien d'autres. C'est parce qu'en réalité, le jeune doit faire face au divertissement. À partir du moment où l'État, par le bas, ne va pas penser à désengorger, à donner la responsabilité aux collectivités, je précise encore, aux collectivités territoriales décentralisées, je vous assure, M. Flavien Ndongo, la création des floraisons de ces structures vont se piétiner et malheureusement, on reviendra ici en 2024 faire le même débat. Alors, Serge Gauthier Onanina, nous allons sortir dans un instant. On est là pour éduquer les populations sur peut-être faciliter la compréhension de ce discours du chef de l'État, analyser même ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre finalement? Que le chef de l'État a fait du réchauffé ou alors il a notamment accompagné les jeunes à reprendre conscience de beaucoup d'autres réalités que l'on vit sur le terrain. Écoutez, je vais sortir sur deux en analysant ou en concluant sur deux aspects. Le premier, c'est pour interroger un aspect que nous avons oublié, c'est qu'aujourd'hui, avec les enjeux de la capacité d'un fort rendement, nous avons oublié d'intégrer la question de la mécanisation, et laquelle on ne peut pas prétendre aujourd'hui développer notre pays et demander encore aux jeunes d'être dans les techniques agricoles archaïques, pendant que tout est technologique et qu'avec la mécanisation, on permettrait à ces jeunes de produire beaucoup en faisant très peu d'efforts. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister, c'est sur le rôle des collectivités territoriales décentralisées qui a été évoqué. Moi, je considère qu'elles sont incompétentes
Et je le répète et je le dis avec beaucoup de fermeté et de vigueur. Parce que je ne sais pas s'il faut qu'on délocalise ou on centralise tous les grands projets pour qu'un maire se rende compte qu'il faut qu'il fasse une pépinière de cacao, qu'il fasse une pépinière de palmiers, qu'il fasse une pépinière de riz, et ainsi de suite, pour pouvoir le faire, pour pouvoir satisfaire les populations et la jeunesse. C'est lui qui veut être élu. Et s'il veut être élu, lui, le maire, il doit être capable d'être créatif et satisfaire, faire plaisir aux populations, à des électeurs, pour pouvoir. Maintenant, il lui faut un minimum de moyens ou un minimum d'accompagnement technique. Il a les sectoriels, il peut mobiliser, aller au niveau des ministères, ainsi de suite, parce que c'est un élu et quand il est maire, il ouvre les portes que vous et moi ne pouvons pas facilement ouvrir. Maintenant, pour conclure, je pense que le discours du président de la République qui invite les jeunes à l'entrepreneuriat agricole est un discours qui a son côté pertinent, mais maintenant, comme je l'ai dit au départ, il faut, premièrement, l'accès à la terre, dans la question du foncier soit résolue, en faveur des jeunes soit résolue. Okay. Il faut la disponibilité des intrants et de la logistique nécessaire, mais l'accompagnement technique aussi. Il faut de l'objectivité, de la transparence dans l'accompagnement des jeunes sélectionnés qui devraient être financés. Et enfin, il faut que en 2023, qu'on ne fasse pas de l'agriculture archaïque, que tout cela soit mécanisé, parce que c'est avec une agriculture mécanisée que nous allons pouvoir avoir des forts rendements, et puis parce que si on produit suffisamment en grande quantité, l'inflation, adieu l'inflation. Et il faut que les communautés, les collectivités territoriales décentralisées, notamment les partis politiques qui font élire, qui désignent des maires, si là choisissent des maires compétents qui sont capables d'avoir une vision concrète et réelle au profit des populations, au lieu de toujours accuser l'État. Parce que dans les 15, même si il n'y a pas, les 15% ne sont pas transférés, dans la décentralisation, il est également demandé aux maires d'avoir la capacité de créer de l'emploi, de la richesse. Or, on peut créer de la richesse dans le secteur agricole en donnant des intrants, c'est-à-dire... Serge ? Il est parti ? Serge ? Bon, de toute façon, on a été interrompu. On a bien compris la conclusion de Serge. Alors, Marcel, en 30 secondes, on va sortir. Peut-être donner une minute à Dr Rifoué qui arrive à l'instant. Peut-être dire un mot avant de partir également. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on devrait retenir ? Le chef de l'État, il a galvanisé les jeunes. Il a finalement rappelé aux jeunes qu'il y a des dérives, mais il ne faut pas se laisser emporter par tout ça et qu'il faut choisir la bonne voie. Non, mais je vais juste dire que ce discours, moi, je l'entends depuis plusieurs années déjà, et à un moment donné, c'est vraiment décourageant. C'est décourageant et on a envie de dire que c'est du réchauffé. Alors, le chef de l'État qui demande aux jeunes de se battre, de ne pas se décourager, il faudra, bien entendu, mettre à la disposition des jeunes les moyens qui les permettent de se déployer. Parce que ce qui est fait jusqu'ici, toutes les institutions qui sont créées jusqu'ici, elles sont c'est de bonnes idées, mais nous autres, ne voyons pas, n'est-ce pas, du concret, l'impact de ces institutions-là. Alors, il faudra que ceux qui travaillent pour ces institutions essaient d'être patriotiques et fassent en sorte que tous les jeunes, sans restriction, puissent bénéficier, n'est-ce pas, de tout ce que le chef de l'État met pour le bien-être des jeunes. Merci beaucoup. Dr Patrick Rifoué, il nous reste 10 secondes avant la clôture de cette émission et c'est votre arrivée. On comprend bien que la ville grandit, il y a beaucoup de mouvements et il y a des embouteillages. En un mot, le chef de l'État a galvaniser les jeunes, il a appelé les jeunes à être résilients davantage et surtout éviter les dérives qui pourraient entraîner beaucoup à prendre le chemin de la déperdition, c'est-à-dire hors du pays, aller chercher la vie ailleurs. Oui, mais écoutez, alors que nous avons tous sur place. Le bonheur se trouve là où on veut qu'il soit. Donc, si vous pensez que votre bonheur se trouve au Cameroun, vous trouverez le bonheur au Cameroun. Et je crois que le chef de l'État a indiqué le chemin en précisant bien que désormais, la voie qu'il faut suivre, c'est celle de l'entrepreneuriat.
Les administrations publiques, moi je suis aussi fonctionnaire, j'ai l'habitude de dire, nous on ne crée pas les richesses, on est des sortes de parasites. C'est-à-dire les autres créent les richesses et on prélève une part de cette richesse, c'est ce qui va nous permettre d'être rémunérés, c'est ce qui va permettre de créer les routes, ainsi de suite. Donc il faut appartenir à cette catégorie-là, celle qui crée les richesses, et je pense que ce conseil-là ne sera jamais dépassé. Le président de la République a raison d'insister là-dessus. Et en bon père de famille, en père et en grand-père, il prévient, c'est-à-dire il met en garde contre les dérives et les tentations légitimes que la société fait courir à des jeunes qui sont pleins d'idées, mais qui peuvent être desservis effectivement par ces tentations auxquelles il ne faut pas toujours céder. Merci beaucoup, merci à vous, Dr Rifou et Patrick, vous qui arrivez à la dernière seconde. Merci à vous également, Ndam Abdou, d'être venu, à vous également, Marcel Yemel, et aussi à Serge Gauthier Onanena qui a été avec nous depuis le début de cette émission. Nous vous disons merci, demain ce sera une autre édition. Bonne journée à tous, merci de rester sur la 106.8 FM.